Elle avait 5 ans seule, dans un aéroport, attendant un père qui ne reviendrait jamais, jusqu'à ce qu'un milliardaire en costume bleu clair change sa vie avec 3 mots. Viens avec moi. L'aéroport, Charles de Gaulle, bourdonnait comme toujours. Valise qui roulait une voix, qui murmurait un grésillement lointain des annonces au haut-parleur. Près de la porte d'embarquement, B14, assise sur un fauteuil, bien trop grand pour son petit corps, se trouvait une fillette en robe rose pâle. Elle s'appelait Liliane, mais tous ceux qui l'avaient aimée l'avaient toujours appelée Lila. Elle avait 5 ans, des cheveux couleur de soleil et des yeux du bleu d'un ciel d'été. Ses jambes ne touchaient pas le bord du siège et ses bras serraient de toute leur force. Un vieux lapin en peluche qui avait déjà perdu un œil. Lila ne pleurait pas. Elle l'avait déjà fait plus tôt quand son père s'était agenouillé devant elle pour lui dire d'une voix calme « Attends, ici. D'accord, papa revient bientôt. Ne bouge pas. » Puis il avait embrassé son front, s'était levé et avait disparu rapidement. Elle avait regardé son dos s'éloigner dans la foule, son cœur battant plus vite à chaque pas. Au début, elle l'avait cru. Elle n'avait aucune raison de douter. Mais maintenant, des heures plus tard, la douleur dans son ventre ne venait pas de la faim. Elle venait de la réalisation grandissante qu'il ne reviendrait peut-être jamais. Les gens passaient, jetaient un coup d'œil. Certains ralentissaient, mais personne ne s'arrêtait. Peut-être pensaient-ils qu'elle attendait un vol retardé avec un parent à proximité. Peut-être ne voulaient-ils pas s'en mêler. Lila, elle ne les remarquait presque pas. Elle comptait combien de fois le même agent d'entretien passait devant elle. Elle essaya de fredonner une berceuse que sa mère chantait autrefois, mais sa gorge était sèche et raide. Les manches de sa robe lui semblaient froides et ses jambes s'étaient engourdies. Le fauteuil n'était pas confortable et les lumières trop vives pour dormir, mais l'épuisement finit par l'emporter. À un moment, Lila s'endormit, serrant toujours son lapin, la tête penchée maladroitement contre l'accoudoir. Elle rêva de quelque chose d'étrange et de chaud les bras de sa mère, une cheminée, l'odeur de biscuits. Puis, le rêve se transforma. Son père apparut une valise à la main. Il la regarda, puis tourna le dos et entra dans une porte de lumière, la refermant derrière lui. Elle remua légèrement, murmurant le prénom de sa mère. L'interphone grésilla de nouveaux vols pour Cancun, dernier appel à l'embarquement. Elle ne l'entendit pas consciemment, mais son corps tressaillit, comme si elle l'avait fait. Quelque chose en elle reconnaissait ce nom. Et dans cette mer de bruit et de mouvement, personne ne remarqua qu'elle était assise seule depuis plus de 4 heures. Personne, sauf un homme, qui traversait rapidement le terminal, les yeux sur son téléphone, en route vers un salon privé. Il serait passé sans la voir, s'il n'avait pas aperçu du coin de l'œil une petite silhouette affaissée sur un siège. Trop immobile, trop silencieuse, trop seule. Quelque chose en elle ne correspondait pas au rythme du reste de l'aéroport. Cela le fit s'arrêter. Mais Lila ne l'avait pas encore remarqué. Elle dormait à moitié, ses doigts emmêlés dans le tissu de sa robe, son lapin glissant presque au sol. Il resta immobile, un instant laissant la foule s'écouler autour de lui, comme une rivière contournant un rocher. Il s'appelait Nicolas Moreau, et bien que peu de voyageurs le reconnaissent, son nom était connu dans tout le monde de l'aviation. Président-directeur général d'une grande compagnie aérienne privée et fondateur de 3 autres sociétés avant l'âge de 40 ans. Il était l'un des plus jeunes milliardaires autodidactes de France. Ce n'était pas le genre d'homme à s'arrêter dans un terminal bondé pour quoi que ce soit ou qui que ce soit.
Son emploi du temps se mesurait en secondes, pas en minutes. Il portait un costume bleu clair, taillé avec précision, sur sa silhouette élancée, d'une élégance discrète, mais dont le prix dépassait celui de la plupart des voitures. Ses chaussures brillaient sans ostentation. Ses cheveux noirs étaient peignés en arrière, avec un soin qui révélait autant la discipline que l'habitude, non la vanité. Son téléphone vibra doucement dans sa main, un message d'un administrateur s'affichant sur l'écran, mais il n'y jeta pas un regard. Ce qui l'avait arrêté n'était pas facile à expliquer. Au début, ce n'était qu'une forme petite, tassée, presque immobile, seule. Un enfant laissé au milieu du chaos. Cela en soi aurait suffi à attirer son attention. Mais ce n'était pas seulement sa taille ou son immobilité. C'était la posture, la manière dont son petit corps s'enroulait autour du lapin en peluche, la tension dans ses mains. Même endormi, il y avait dans cette silhouette quelque chose de plus profond que la solitude ou l'attente, une douleur qu'il connaissait trop bien. Nicolas avança prudemment de quelques pas pour ne pas l'effrayer. De plus près, il la vit mieux. La robe rose pâle avait l'ourlet usé, comme si elle avait été trop portée et mal lavée. Ses chaussures ne correspondaient pas. L'une de ses chaussures était blanche et neuve, l'autre usée, trop petite. Ses cheveux blonds étaient emmêlés, comme s'il n'avait pas vu de brosse depuis des jours. Et son visage paraissait à la fois plus âgé et plus jeune qu'il ne l'aurait dû. Il y avait une innocence, oui mais cachée, sous un masque d'immobilité, apprise ce regard figé qu'il reconnaissait, parce qu'autrefois, il avait porté le même. Il s'accroupit lentement devant elle. Elle ne se réveilla pas. La tête du lapin de peluche pendait maintenant hors du siège, retenu par une oreille molle. Nicolas le ramassa avec délicatesse et le remit dans ses bras. Ses petits doigts se refermèrent aussitôt dessus sans qu'elle ouvre les yeux. « Excuse-moi », dit-il doucement, sans savoir s'il voulait vraiment la réveiller ou seulement s'assurer qu'elle respirait encore. À ce son, elle bougea la tête penchée, clignant des yeux, pour revenir peu à peu à la lumière crue de la réalité. Ses yeux étaient exactement de la même couleur que les siens, un bleu glacé, avec des éclats argentés au centre. Mais là où les siens étaient vifs et calculateurs, les siens, à elle, étaient troublés par la peur et la confusion. Elle se redressa un peu et se frotta le visage. « Papa » demanda-t-elle, la voix cassée par la soif et le sommeil. Nicolas sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. « Non » répondit-il doucement. « Je ne suis pas ton papa. Mais ça va, tu attends quelqu'un. » Elle hocha lentement la tête comme si elle essayait de se souvenir d'un scénario. « Il m'a dit d'attendre ici » dit-elle. « Il a dit qu'il reviendrait, mais il est très long. » Nicolas ne répondit pas tout de suite. Il balaya la salle du regard. Aucun adulte autour ne semblait inquiet. Personne ne la surveillait à distance. Il sortit son téléphone et envoya rapidement un message à Carter, son bras droit. « Vérifie s'il y a un signalement d'enfant disparu à Roissy. Porte B14, fillette de 5 ans. Préviens la sécurité, discrètement. » Puis il se tourna de nouveau vers elle et lui offrit le plus petit sourire possible. « Depuis combien de temps attends-tu » Elle leva les yeux vers l'horloge numérique géante au-dessus de la porte et fronça les sourcils. Depuis que le soleil était dans la vitre, maintenant, il n'y est plus. Nicolas suivit son regard et comprit. Elle voulait dire le soleil du matin. Il était déjà bien plus de 15 heures. Il s'assit par terre à côté d'elle, ignorant les regards étranges des voyageurs qui passaient. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Lila » murmura-t-elle. « Mais maman m'appelait Liliane quand elle était fâchée. » Il acquiesça. « Enchanté, Lila. Moi, c'est Nicolas. »
Elle inclina légèrement la tête. « Tu as des chaussures qui brillent. » Il eut un petit rire. « Oui, c'est vrai. » Un agent de l'aéroport, en uniforme, s'approcha discrètement, accompagné de Carter qui tapotait déjà sur sa tablette. L'homme murmura à l'oreille de Nicolas, prenant soin de ne pas alarmer l'enfant. Les caméras montrent qu'elle a été déposée à 9h18. L'homme est parti par le terminal principal, a embarqué sur un vol pour Cancun. Pas de billet retour, pas de bagages. Nicolas ferma les yeux une seconde. Une colère sourde monta en lui, pas brûlante, mais glaciale, tenace. Il regarda de nouveau Lila assise bien droite, essayant de faire semblant d'aller bien. « Lila, dit-il d'une voix ferme, mais posée. Tu connais le numéro de téléphone de ton papa ?» Elle secoua la tête. « Tu sais où il est allé ?» Elle hésita. Il a dit qu'il allait chercher à manger. Mais il n'est pas revenu. Nicolas croisa le regard de Carter qui fit un signe de tête imperceptible. Rien dans le système, aucun signalement, aucune tentative de retour, il l'a laissé. Nicolas acquiesça, puis il se tourna vers la fillette et lui tendit la main, non pas avec autorité, mais avec une calme assurance. « Est-ce que tu serais d'accord si je restais avec toi, le temps de comprendre ce qui se passe ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Elle fixa son visage longuement peut-être pour y chercher un signe de danger, peut-être pour y détecter un mensonge. Mais elle y vit autre chose, quelque chose de fatigué, certes mais de bienveillant. Doucement, elle posa sa petite main dans la sienne. Elle était chaude et tremblante. Et à cet instant, Nicolas Moreau, un homme qui avait passé sa vie à bâtir des empires dans le ciel, sentit tout son monde redescendre sur terre. Quand ils quittèrent le terminal, le soleil était déjà bas, projetant des rayons ambrés sur les sols polis de l'aéroport. Nicolas portait Lila dans ses bras, son petit corps, serré contre sa poitrine, sa tête reposant sous son menton. Elle avait cessé de poser des questions. Sa voix s'était éteinte à nouveau, comme si elle avait épuisé ses mots. Ses doigts agrippaient son lapin comme une bouée de sauvetage, et Nicolas remarqua que même dans ce demi-sommeil, son étreinte ne se desserrait jamais. Dehors, une berline noire les attendait, près de la sortie réservée aux passagers VIP. Carter se tenait là, tenant la portière ouverte, le regard vigilant, la mâchoire contractée. Lorsque Nicolas monta à l'arrière, avec Lila sur ses genoux, Carter entra par l'autre côté et referma la porte derrière eux. La voiture s'élança dans la circulation parisienne. « Elle n'est pas enregistrée dans le système, dit-il. » Carter fit glisser son doigt sur l'écran de sa tablette pour ouvrir un dossier. Aucun signalement d'enfant disparu. Aucun avis de recherche. Rien n'avait été enregistré par les autorités. C'était comme si officiellement cette petite fille n'existait pas. Il s'interrompit, puis ajouta d'un ton sombre. « Nous avons retrouvé son acte de naissance. Elle s'appelle Liliane May Hale, née à Lyon. Mère Marie, Élise Hale. Père Jacques Hale. Aucun autre tuteur légal inscrit. Pas d'historique auprès de l'ASE, rien. » Nicolas baissa les yeux vers la fillette endormie dans ses bras. « Et la mère ?» demanda-t-il. « Décédée, » répondit Carter à voix basse. 2 mois plus tôt, cancer du sein. D'après les dossiers, elle était malade depuis des années. Hospitalisation répétée. Famille à revenu unique. Jacques Hale était ouvrier du bâtiment, mais il n'a pas eu d'emploi stable depuis presque 1 an. Les dettes s'accumulent, médicales, cartes de crédit, loyers impayés. Ils ont été expulsés de leur appartement il y a 3 semaines. Nicolas expira lentement, regardant la ville défiler derrière la vitre. Il resta silencieux un moment, puis sa voix sortit basse et creusée. Alors il l'a emmenée à l'aéroport et l'a laissée là,
comme un bagage. Carter hocha la tête. Vol de 10h30 pour Cancun. Aller simple. Aucun bagage en soute. Billet payé. En espèces 2 heures avant le départ. Les caméras montrent qu'il l'a observé un moment depuis l'autre côté du terminal, avant de disparaître. Et il n'a même pas laissé un mot, murmura Nicolas pour lui-même. Rien. Il est juste parti. Il se tourna de nouveau vers la fenêtre, ses doigts repoussant doucement les mèches emmêlées du front de Lila. Quelque chose dans son visage le frappa. Pas seulement sa beauté fragile, mais une familiarité douloureuse. Ce silence stoïque qu'elle portait n'était pas naturel. Il avait été appris. C'était une armure. Et un enfant ne devrait jamais avoir à apprendre à disparaître pour survivre. Il se rappela avoir porté le même masque à son âge, assis dans le hall glacé d'un orphelinat, après que ses parents l'avaient déposé, avec un sac poubelle, de vêtements, et ces mots « Tu seras mieux ici ». Il ferma les yeux et laissa ce souvenir le traverser comme une vague, puis se tourna vers Carter. Découvre si elle a de la famille encore en vie, tantes, oncles, n'importe qui. Carter pianota rapidement, fouillant déjà de nouvelles bases de données. Pour l'instant, rien d'immédiat. Marie était fille unique, parents décédés. Pas de frère ni sœur enregistrés pour Jacques non plus, mais je continue à chercher. Nicolas secoua lentement la tête. Même si on trouve quelqu'un, je ne vais pas la confier à un étranger, sous prétexte de lien de sang. Elle n'est pas ta responsabilité, dit Carter avec précaution, non pas pour contester, mais pour rappeler. Tu as fait ce que la plupart n'auraient pas fait. Tu t'es assuré qu'elle soit en sécurité. Les autorités peuvent prendre le relais. On pourrait la placer en famille d'accueil dès ce soir. Elle serait protégée. La mâchoire de Nicolas se crispa. Il regarda encore une fois Lila. Sa joue reposait contre sa poitrine, et dans son sommeil, elle laissa échapper un minuscule soupir presque comme une question. Ce son l'ébranla plus qu'il ne l'aurait cru. Je ne vais pas la laisser dormir dans un lit froid, entouré d'étrangers, dit-il à voix basse. Pas ce soir, peut-être jamais. Carter cligna des yeux, pris de court. Tu es sérieux, Nicolas? Poursuivi comme pour lui-même. Elle n'a pas besoin de bureaucratie. Elle a besoin que quelqu'un reste. Quelqu'un qui ne disparaît pas dans la foule. Quelqu'un qui ne fait pas de promesses sans jamais les tenir. Carter demanda. Et tu crois que ce quelqu'un, c'est toi? Nicolas ne répondit pas tout de suite. Le silence s'étira longtemps. Puis enfin, il dit « Je ne sais pas ce que je crois, mais je sais que je ne pouvais pas tourner le dos. Pas à elle. » Ils poursuivirent le trajet presque sans un mot. Le poids de la décision s'ancrant déjà dans les os de Nicolas. Il avait des conseils d'administration à présider un jet privé prévu pour Zurich. Le lendemain, un empire à gérer. Chaque aspect de sa vie avait toujours reposé sur le contrôle, la précision et la distance. Mais là, blotti dans le creux de son bras, il y avait une fillette endormie, au passé brisé et à l'avenir aussi incertain qu'une trajectoire dans la tempête. Elle n'avait aucune voix pour se défendre, aucun parent qui la voulait, aucune idée que l'homme qui la portait avait plus de pouvoir que bien des gouvernements. Tout ce qu'elle avait, en cet instant, c'était lui. Et pour Nicolas Moreau, cela suffisait. La villa sur la côte d'Azur se dressait comme une forteresse moderne. Au bord de la mer, ses murs de verre reflétant la Méditerranée en 1000 éclats bleus. C'était un lieu conçu pour le silence et l'isolement pour ceux qui pouvaient s'offrir le luxe de tenir le tumulte de la vie à distance. Chaque recoin avait été pensé, lignes épurées, lumière maîtrisée, œuvre d'art choisie avec soin. Mais malgré la chaleur des matériaux,
La maison semblait froide ce premier soir où Lila y entra, non à cause de sa température ou de sa décoration, mais parce qu'une maison sans rire, sans pas d'enfant, n'est pas une maison. Nicolas la porta toujours endormie, à travers le vaste hall d'entrée au sol noir poli et au plafond vertigineux. Une gouvernante surgit surprise à la vue d'un enfant dans ses bras, mais il leva une main et dit simplement « Préparez une chambre d'amis. Petit lit, lumière douce, elle restera ici. » Le personnel ne posa pas de questions. Ils étaient habitués à ces changements de ton, soudains assez rares mais décisives entorses à la routine. Pourtant, même pour eux, c'était différent, une fillette, un enfant. Dans l'univers de Nicolas Moreau, il n'y avait jamais eu de place pour cela. Il l'amena lui-même à l'étage, évitant l'aile principale des invités, pour choisir à la place une petite pièce proche de la sienne. C'était autrefois un salon de lecture, mais calme et retiré, et à cet instant, cela lui sembla juste. Il la déposa doucement sur le lit de jour, recouvert de tissu moelleux, puis tira un plaid en cachemire sur son petit corps. Elle ne bougea pas, se recroquevillant, seulement un peu plus dans la couverture, comme pour se faire plus petite. Lorsqu'il éteignit la lumière principale et laissa une lampe tamisée briller dans un coin, il resta longtemps à la regarder. Quelque chose en lui paraissait étranger, une sensation qu'il ne s'était pas autorisée depuis des années. Ce n'était ni de la pitié, ni de la simple compassion. C'était plus dangereux, un lien. Le lendemain matin, Lila se réveilla, sans savoir où elle était. Elle ne pleura pas, ne cria pas. Elle s'assit lentement, serrant son lapin, et observa la chambre autour d'elle. Ses yeux inspectaient chaque détail, la grande fenêtre, les rideaux gris doux, la photographie encadrée d'une chaîne de montagnes, la haute bibliothèque remplie de volumes intacts. Son corps restait immobile, mais son esprit était en alerte. Elle s'était entraînée à observer avant d'agir. Elle attendait de voir ce que ce nouvel endroit attendait d'elle. Nicolas la trouva ainsi les yeux grands ouverts, muette, assise au bord du lit, comme prête à fuir. Il s'approcha avec précaution, une tasse de café dans une main, un plateau dans l'autre. Dessus, des œufs brouillés, du pain grillé, une tasse de lait chaud et une banane coupée en rondelles inégales. Il avait demandé au chef de préparer quelque chose de simple, d'enfantin, sans trop supposer. « Bonjour », dit-il doucement, en posant le plateau sur la table de chevet. Elle ne répondit pas. Il s'installa dans le fauteuil proche, assez loin, pour lui laisser de l'espace. « Tu es en sécurité », ajouta-t-il après une pause. « Personne ici ne te fera de mal. Tu peux manger quand tu voudras. Tu peux dormir encore, si tu veux. Tu n'as pas besoin de parler, toujours rien. » Mais ses yeux glissèrent vers le plateau, puis revinrent vers lui. Elle calculait, évaluait la situation. Il le reconnut aussitôt. Il avait fait la même chose à son âge, jaugeant les étrangers, pour y déceler la cruauté, lisant leur ton, leur langage corporel, les mouvements de leurs mains. Ce n'était pas un comportement normal pour un enfant, mais rien dans la vie de Lila n'avait été normal. Le reste de la journée, elle demeura silencieuse. Elle parcourait les couloirs pieds nus, longeant les murs. Elle ne parla pas à la gouvernante qui lui tendit une serviette chaude, ni au cuisinier qui lui fit signe depuis la cuisine. Elle explorait en silence, revenant toujours à la même chambre, comme si elle craignait qu'elle disparaisse dès qu'elle s'en éloignerait trop. Nicolas annula son voyage à Zurich. Il ordonna à Carter de reprogrammer toutes les réunions qui ne pouvaient être déléguées. Il n'expliqua pas pourquoi. Carter ne posa pas de questions. Le troisième jour, Lila parla. C'était un souffle, à peine un son, alors que Nicolas était assis par terre dans le salon, lisant des rapports financiers imprimés. Elle était assise en face de lui sur le tapis.
son lapin posé à côté d'elle. Elle dessinait avec une boîte de crayons de couleur qu'un membre du personnel avait laissé là sans consigne. Les 2 premiers jours, tous ses dessins n'étaient que gribouillis noirs, formes d'orage et d'ombres emmêlées. Mais maintenant, elle avait dessiné autre chose. 3 silhouettes, 2 grandes et une petite, se tenant par la main, sous un ciel qui n'était plus seulement noir. « Ça, c'est maman, » dit-elle, en désignant la figure en robe rouge. « Ça, c'est moi. » Son doigt se déplaça vers la petite fille aux cheveux jaunes. Puis elle montra la dernière figure plus grande que les autres en costume bleu. « Ça, c'est toi. » Nicolas ne sut quoi dire. Il regarda le dessin, puis elle. Elle ne souriait pas, mais sa voix ne tremblait plus. C'était la chose la plus proche de la confiance qu'il avait vue chez elle jusque-là. Chaque jour après cela, quelque chose changea. Elle commença à manger à table plutôt que sur le lit. Elle s'assit à ses côtés quand il lisait, pointant parfois un mot pour lui demander ce qu'il signifiait. Elle se mit à brosser ses propres cheveux. Elle demanda une brosse à dents de couleur violette. Elle ne riait pas encore. Pas tout de suite. Mais elle recommença à fredonner pour elle-même lorsqu'elle pensait que personne n'écoutait. De douces mélodies, des fragments de chansons qui avaient sans doute vécu dans la voix de sa mère. La nuit, Nicolas entendait le léger froissement de ses pas dans le couloir. Elle ne frappait jamais. Elle se contentait de rester dans l'embrasure de sa porte, les yeux grands ouverts, incertains. Il ne la renvoyait jamais. Il soulevait la couverture et la laissait se blottir sur la méridienne près de son lit. Le lapin, toujours niché contre sa poitrine. Elle ne voulait pas être seule dans le noir. Cela, il le comprenait trop bien. Le silence entre eux n'était jamais vide. Il était plein d'apprentissage, la découverte des habitudes de l'autre, l'épreuve des limites de la sécurité, la constatation que certaines promesses, lorsqu'elles étaient prononcées, avec soin, pouvaient être vraies. Lila avait été abandonnée, oui. Mais maintenant, pour des raisons que Nicolas ne comprenait pas entièrement, elle commençait à croire que peut-être cette fois-ci, quelqu'un était resté. La lettre légale arriva 2 mois après que Lila avait recommencé à sourire. Elle se trouvait dans une enveloppe blanche ordinaire, sans marque extérieure, remise en main, propre par un coursier qui ignorait sans doute le poids qu'il transportait. Nicolas venait de terminer une visioconférence avec le Conseil européen de sa compagnie aérienne, quand l'enveloppe fut déposée sur son bureau. Il l'ouvrit distraitement, sans s'attendre à rien d'important, jusqu'à ce qu'il lise le nom, en haut de la requête, Jacques Hale, l'homme qui avait abandonné sa propre fille dans un terminal, qui était parti, au Mexique, sans jamais se retourner, demandait désormais la garde. Nicolas fixa les pages en silence, pendant de longues minutes. Il ne bougea pas, il ne parla pas. Sur le papier, Jacques se présentait comme un homme, changé, réformé, plein de remords, redevenu stable. La requête décrivait un nouvel emploi, un logement correct, des séances de suivi psychologique régulières. Elle comportait même des attestations de prétendus témoins de moralité inconnue de Nicolas. Le langage juridique était soigneusement calculé, assez habile pour attirer l'attention d'un juge. Mais Nicolas n'avait pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre. Il ne s'agissait pas d'amour ni de rédemption. C'était une question de contrôle, la volonté de récupérer quelque chose perdu, non par culpabilité, mais par orgueil. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, les papiers serrés dans sa main. Dehors, Lila courait dans le jardin, poursuivant des papillons avec un filet trop grand pour elle. Elle portait un chapeau de paille que la gouvernante avait orné d'un ruban violet à sa demande. Le soleil illuminait ses cheveux dorés, et elle riait vraiment, riait de ce rire profond qui avait autrefois semblé miraculeux dans ses murs.
Elle ignorait tout des tribunaux, des droits biologiques, de la fragilité de sa nouvelle vie, sous cette apparente tranquillité. Nicolas prit une profonde inspiration et appela Carter. Il nous faut un avocat spécialisé en droit de la famille, le meilleur, discret mais inflexible. Carter n'en demanda pas plus. Il ne demandait jamais. En 48 heures, une équipe était constituée avocats, spécialistes de la protection de l'enfance, et un enquêteur privé chargé de vérifier la prétendue rédemption de Jacques Hale. La procédure avança vite. Jacques avait déposé son dossier dans le tribunal de la ville, où Lila était née, ce qui obligea Nicolas à transférer temporairement une partie de ses activités en Rhône-Alpes pour se rapprocher de la juridiction. Il loua une demeure en périphérie de Lyon et y installa un bureau de commandement mobile, tandis que Lila poursuivait ses cours particuliers et ses leçons de piano inconscientes de la tempête qui grondait autour de son monde paisible. Le jour de l'audience, Nicolas se retrouva assis sur un banc de bois froid, dans un petit tribunal qui sentait l'humidité et le papier ancien. Il portait un costume sombre, parfaitement ajusté, pas son habituel bleu clair. Il voulait projeter du sérieux, pas de l'éclat. Lila, elle était restée à la maison, avec une tutrice et une psychologue, tenue éloignée des débats pour sa protection. Elle ne savait toujours pas que l'homme qui l'avait abandonnée voulait désormais la reprendre. Jacques Hale entra dans la salle avec une humilité forcée, des chaussures bon marché, une chemise repassée, mais trop grande, une coupe de cheveux fraîche, qui ne parvenait pas à dissimuler les marques du passé. Nicolas l'observa attentivement, la fausse tristesse dans ses yeux, la façon dont il scrutait la salle pour voir qui le regardait. Il ne semblait pas intéressé par Lila. Il semblait intéressé par la victoire. La salle se remplit de murmures lorsque les plaidoiries commencèrent. L'avocat de Jacques présenta l'histoire avec soin et pitié, un père endeuillé, brisé par la perte momentanément dépassée, mais désormais réhabilité. Il insista sur ses efforts pour reconstruire sa vie sur ses droits, en tant que parent biologique, et sur l'injustice d'un milliardaire jouant les sauveurs. Lorsque le conseil de Nicolas répondit, ce fut avec une précision chirurgicale. Ils produisirent des vidéos montrant Jacques abandonnant Lila à l'aéroport, s'éloignant sans la moindre hésitation. Ils présentèrent des relevés financiers démontrant des retraits d'espèces liés au jeu non à une quelconque stabilité. Ils apportèrent les témoignages de psychologues, de thérapeutes et d'éducateurs, tous décrivant non seulement l'amélioration de Lila depuis qu'elle vivait chez Nicolas, mais aussi le traumatisme sévère qu'elle avait subi à cause de la négligence de son père. Chacun de ces témoignages parlait non seulement du mieux-être de Lila depuis qu'elle vivait sous la garde de Nicolas, mais aussi du traumatisme profond qu'elle avait subi à cause de la négligence de son père. Et puis, de manière inattendue, Nicolas se leva et demanda à s'adresser lui-même au tribunal. Ce n'était pas prévu dans la stratégie, mais il ne pouvait pas rester silencieux. Il s'avança vers la barre, d'un pas lent, et assuré, fit une pause, puis commença. J'ai passé ma vie à construire des choses, des entreprises, des systèmes, des structures si efficaces qu'elles pouvaient tourner sans moi. Je pensais que cela signifiait la réussite. Je pensais que le contrôle, c'était la sécurité. Et puis un jour, j'ai vu une petite fille, endormie sur une chaise d'aéroport, serrant dans ses bras un lapin en peluche, avec plus de confiance que la plupart des gens n'en donnent jamais aux autres. Elle avait été abandonnée par celui qui devait la protéger. Elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas plainte, elle a juste attendu. Il jeta un coup d'œil au juge, puis à la salle. « Votre honneur, je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit. Je n'ai pas demandé cette responsabilité.
Mais lorsqu'elle s'est imposée à moi, j'ai pris une décision. Pas une décision temporaire, pas un geste de générosité, mais un engagement permanent qui change une vie. J'ai donné à Lila ce qu'on lui avait refusé, toute son existence, la constance. Et je ne laisserai personne lui reprendre cela, surtout pas quelqu'un qui s'est enfui quand elle avait le plus besoin de lui. Un silence suivit ces paroles. Même Jacques ne dit rien. Pour la première fois, la salle d'audience resta muette, non pas par désordre, mais par respect. Le juge mit 2 jours à rendre sa décision. Ce furent les 2 jours les plus longs de la vie de Nicolas. Lila, qui pressentait quelque chose, devint plus silencieuse, s'accrocha davantage à lui le soir, lui demanda s'ils allaient encore devoir déménager. Il lui répondit doucement que quoi qu'il arrive, ils trouveraient une solution ensemble. Et lorsque la décision fut rendue, lorsque le juge déclara que la garde exclusive resterait confiée à Nicolas Moreau, cela ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme un souffle fragile, un sauvetage réussi au bord du gouffre. Nicolas n'expliqua pas les détails à Lila. Il se contenta de la serrer dans ses bras lorsqu'elle rentra du jardin et de lui murmurer à l'oreille « Tu restes à la maison ». Elle recula et leva vers lui de grands yeux. Vraiment, il acquiesça, pour toujours, aussi longtemps que tu le voudras. Et pour la première fois, elle entoura son cou de ses bras et prononça le mot qu'il n'avait jamais osé espérer. « D'accord, papa ». Cet automne-là arriva en douceur, drapant les collines de la Côte d'Azur, d'or tendre et de rouges atténués. La mer brillait, encore sous le soleil de l'après-midi, mais l'air s'était rafraîchi, donnant aux promenades matinales une saveur nouvelle. Dans la demeure des Moreau, quelque chose de plus profond, que les saisons changeaient. Lentement, avec sens, comme les vieilles blessures, qui commencent à se refermer lorsqu'elles sont enfin traitées avec soin. Lila grandissait non seulement en taille, mais en présence. Ses yeux autrefois grands ouverts, de méfiance, scintillaient désormais de curiosité. Elle posait des questions surtout sur la lune, et sa lumière sans feu sur les oiseaux, et la raison pour laquelle il ne tombait en passe du ciel sur Nicolas, et ce qu'il était quand il avait son âge. Elle aimait particulièrement poser cette dernière question, comme si une partie d'elle savait que la réponse comptait plus qu'il ne le laissait entendre. Elle s'était mise au piano presque par hasard. Un soir après le dîner, Nicolas était passé devant le salon de musique rarement utilisé et l'avait trouvé debout sur la pointe des pieds, jetant un coup d'œil par-dessus le bord luisant du grand piano. Il avait ouvert le couvercle et lui avait montré où poser ses mains. Elle avait appuyé sur une touche et éclaté de rire devant le son. Il s'était assis à côté d'elle et lui avait montré une autre note. Le rire était devenu concentration. Quelque chose s'était déclenché. Une semaine plus tard, il engagea une professeure de musique, non pas une de ses enseignantes rigides, obsédée par la performance, mais une femme nommée Clara, qui avait pratiqué la musicothérapie auprès d'enfants hospitalisés. Clara arriva avec du rire dans la voix et de la patience dans les mains. Elle ne corrigea jamais Lila avec dureté. Au contraire, elle l'encourageait à ressentir la musique avant d'essayer de la perfectionner. Elle la laissait jouer avec des erreurs, des rythmes inégaux, mais avec le cœur. Lila s'épanouit. À la mi-hiver, elle jouait des mélodies assez reconnaissables pour que même le personnel s'arrête afin d'écouter lorsqu'elle s'exerçait. Elle préférait les berceuses, les accords mineurs, les sonorités envoûtantes qui faisaient souvent s'immobiliser. Nicolas dans le couloir, l'oreille tendue, depuis l'autre côté de la porte. Il n'interrompait jamais. Il se contentait de laisser sa musique remplir les pièces de la maison, qui étaient restées silencieuses trop longtemps. Un soir, Clara apporta une partition et un défi doux, un arrangement pour débutants du clair de lune de Debussy.
Les yeux de Lila s'écarquillèrent, devant la page d'abord intimidée, mais en une semaine, elle savait déjà jouer les premières mesures par cœur. Clara fut stupéfaite, mais Nicolas, lui, ne le fut pas. Il l'avait déjà perçu, ce feu discret chez Lila, celui qui brûlait sous toute sa douceur. Elle ne jouait pas pour les applaudissements. Elle jouait parce que quelque chose en elle avait besoin de s'exprimer dans une langue que les mots ne pouvaient pas toucher. Nicolas commença à passer plus de temps à la maison. Les réunions se faisaient en visioconférence. Ces déplacements à l'étranger devinrent de plus en plus rares. Les actionnaires s'en inquiétèrent. Les membres du conseil protestèrent. Mais il leur fit comprendre que ses priorités avaient changé. Et elles avaient changé complètement. L'homme qui avait autrefois mesuré sa vie en résultats trimestriels et en acquisitions mondiales la mesurait désormais en leçons de musique en histoire du soir et au son d'une petite fille riant juste devant son bureau. Puis, un samedi après-midi du début du printemps, Lila donna son premier récital public. C'était un petit événement caritatif organisé dans une salle modeste de Lyon, avec pour public des familles et amis de l'école de musique. Nicolas avait insisté pour que cela reste discret. Pas de caméra, pas de journalistes, juste une salle remplie d'inconnus venus écouter ce que Lila avait découvert en elle-même. Elle portait une robe bleu pâle, un léger tulle à l'ourlet, et ses cheveux étaient attachés d'un simple ruban. Nicolas était assis au premier rang, inhabituellement nerveux, bien qu'il sache qu'elle était prête. Clara lui serra le bras avant la prestation et lui souffla « Elle n'a pas peur. Toi non plus, tu n'as pas besoin d'avoir peur. » Quand Lila monta sur scène, ses yeux parcoururent la salle jusqu'à ce qu'ils trouvent les siens. Elle sourit, petit sourire, mais vrai, puis s'assit au piano. La salle se fit silencieuse. Elle joua. Ses doigts tremblaient légèrement dans les premières mesures, mais elle trouva vite le rythme. Et puis quelque chose d'incroyable arriva. La musique la prit. Elle passa à travers elle non pas comme une pièce répétée, mais comme un souvenir revenu. Elle jaillit de ses mains, comme la lumière à travers un vitrail. Fragile, imparfaite, belle. Quand la dernière note s'éteignit, le silence qui suivit ressemblait à une prière. Puis les applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis plus forts. Mais Lila ne réagit pas. Elle se leva, s'inclina poliment et quitta la scène, comme si cela n'avait aucune importance. Elle ne jouait pas pour eux. Elle avait joué pour quelqu'un d'autre. Dans les coulisses, une femme s'approcha d'eux, les cheveux grisonnants, une blouse d'infirmière, les yeux rougis par l'émotion. Elle regarda Nicolas, puis Lila. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Vous ne me connaissez pas. J'étais l'infirmière de Mary Hale, ta maman. Je me suis occupée d'elle dans ces dernières semaines. » Lila s'avança prudemment, curieuse. La femme poursuivit à genoux pour être à sa hauteur. « Ta maman parlait souvent de toi. Même dans la douleur, elle disait « Elle sera extraordinaire. Un jour quelqu'un verra qui elle est vraiment. » Lila baissa les yeux, ne sachant que répondre. Nicolas posa une main sur son épaule. L'infirmière sourit à travers ses larmes. Elle aurait adoré ça. Elle aurait pleuré comme je viens de pleurer. Ce soir-là, Nicolas et Lila rentrèrent en silence, un silence semblable à une musique qui résonne encore. Elle lui tint la main pendant tout le trajet. Quand ils arrivèrent à la maison, elle ne partit pas dans sa chambre. Au lieu de cela, elle le suivit dans le bureau et grimpa sur ses genoux, se blottissant contre son torse. « Tu crois que maman l'a entendu ?» chuchota-t-elle. Nicolas ferma les yeux, la serrant plus fort. Je crois qu'elle n'a jamais cessé d'écouter. Le 7e anniversaire arriva tranquillement sans grande fête ni fanfare, exactement comme Lila l'avait demandé.
Nicolas avait proposé d'organiser une célébration simple mais élégante, un goûter dans le jardin, avec quelques camarades de piano, des ballons, un gâteau personnalisé, même un magicien si elle le voulait. Mais Lila avait secoué doucement la tête et dit « Je ne veux pas de fête, je veux juste une journée avec toi. » Et c'est exactement ce qu'il lui offrit. La matinée commença par un petit déjeuner dans la véranda, les baies vitrées, ouvertes sur la brise marine. La table avait été dressée avec ses mets préférés, des croissants, des fraises saupoudrées de sucre glace, et une petite tasse en porcelaine remplie de chocolat chaud au miel. Ses yeux brillèrent lorsqu'elle vit que les croissants avaient été façonnés en forme de rose, un détail sur lequel Nicolas avait insisté, même s'il n'avouerait jamais combien de temps il avait passé à l'expliquer au chef. Lila portait une simple robe de coton blanc, ornée de petites fleurs brodées autour du col. Ses cheveux plus longs et plus dorés que jamais étaient attachés en une natte lâche. Elle paraissait plus âgée, pas seulement en apparence, mais dans sa manière de se tenir comme quelqu'un qui avait déjà vu trop du monde et avait choisi de l'affronter avec une grâce tranquille plutôt qu'avec défi. Ils passèrent la journée tous les deux, rien qu'eux. D'abord, ils se promenèrent le long de la plage près de la propriété, pieds nus dans le sable frais, sa petite main serrant fort la sienne. Elle lui raconta des histoires de créatures marines imaginaires, vivant sous les vagues des êtres qu'elle avait inventés chacun avec un nom, une voix et une couleur préférée. Nicolas l'écoutait avec attention, répondant même parfois lorsque dans son récit, elle s'arrêtait pour lui laisser la parole. Peu lui importait combien ces histoires pouvaient sembler étranges. Il était simplement émerveillé par le fonctionnement de son esprit, par toute l'imagination qu'elle portait encore en elle, malgré tout ce qu'elle avait traversé. Plus tard de retour à la maison, ils passèrent des heures dans la bibliothèque, non pas à lire, mais à dessiner. Nicolas, qui n'avait pas pris un crayon autrement que pour signer des contrats depuis plus de 10 ans, fut surpris de découvrir la joie qu'il y avait à griffonner à ses côtés. Lila fit des dessins fantaisistes deux, lui exagérément grands, avec une cravate bleue qui débordait de la feuille, elle avec de grands yeux ronds et une couronne scintillante. « Je sais que je ne suis pas une princesse, » dit-elle en haussant les épaules, « mais parfois, ça fait du bien de faire semblant. » Dans l'après-midi, Nicolas la conduisit à l'étage devant l'une des chambres d'amis mystérieusement fermée depuis des semaines. Lorsqu'il ouvrit la porte, Lila eut le souffle coupé. Ce n'était plus une chambre d'amis. Elle avait été transformée en salle de musique rien que pour elle. Les murs étaient peints d'un lilas doux, sa couleur préférée. Un piano droit flambant neuf trônait dans un coin entouré d'étagères, pleines de recueils musicaux, et d'un petit bureau couvert de papier à musique vierge. Il y avait même une banquette de fenêtres garnies de coussins donnant sur la mer. « Pour tes chansons », dit simplement Nicolas. Elle entra lentement, presque craintive de toucher quoi que ce soit. Sa main glissa sur les touches du piano, puis elle se tourna vers lui avec des yeux grands ouverts de stupeur. « Tout ça, c'est pour moi. » Il hocha la tête. « Je n'ai pas besoin de le partager, » demanda-t-elle encore. « Pas si tu ne le veux pas. » Elle resta longtemps sans parler. Puis elle traversa la pièce, s'assit sur le banc du piano et se mit à jouer quelque chose de doux et lent, quelque chose qui n'existait pas avant cet instant précis. Ce soir-là, après le dîner, tandis que le soleil disparaissait derrière l'horizon et que le ciel devenait indigo, Nicolas était assis dans le salon, parcourant les nouvelles du jour sur sa tablette. Lila entra sans un mot et se blottit contre lui sur le canapé, enroulant ses bras autour du sien. Elle resta silencieuse, un moment la tête posée contre son épaule,
observant les flammes danser dans la cheminée. Puis sans se tourner vers lui, elle demanda « Est-ce que je peux avoir un autre cadeau d'anniversaire ?» « Tout ce que tu veux, » répondit Nicolas, aussitôt déjà prêt à entendre une demande étrange peut-être impossible. Mais ses prochains mots le figèrent. « Est-ce que je peux t'appeler papa maintenant ?» Il baissa les yeux vers elle, la gorge si nouée qu'il dut déglutir avant de répondre. Ses yeux étaient pleins d'un espoir prudent, comme si elle lui confiait la part la plus fragile d'elle-même, et attendait de voir s'il allait la protéger ou la briser. « Tu peux m'appeler comme tu le sens, » dit-il enfin, d'une voix basse, tendue plus douce qu'il ne l'aurait cru. « D'accord, dit-elle, et elle se blottit encore plus près de lui. « Papa, merci. » Il ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Il la serra simplement contre lui et posa ses lèvres sur le sommet de sa tête, laissant le poids de ce mot unique s'installer dans sa poitrine, comme la pièce finale d'un puzzle longtemps inachevé. Ce n'était pas un contrat ni une décision de justice. Ce n'était pas un document notarié. Mais à cet instant, avec ce seul mot, elle l'avait choisi. Pas parce qu'elle y était, obligée pas parce que quelqu'un le lui avait dit, mais parce qu'au fond d'elle, elle savait déjà ce que lui-même avait compris depuis quelque temps. Il n'était pas seulement son tuteur, il était son père. 10 ans passèrent, et les échos de ce premier anniversaire tranquille ne quittèrent jamais la mémoire de Nicolas. Il lui revenait par fragments parfois dans l'odeur de cannelle, dans la cuisine, parfois dans le bruit de pas feutrés dans le couloir au petit matin. Mais la petite fille, qui autrefois se blottissait contre lui sur le canapé, en doutant d'avoir le droit de demander de l'amour, s'était transformée en quelque chose d'extraordinaire, exactement comme sa mère l'avait prédit. Lila avait maintenant 15 ans. Sa musique avait atteint une maturité au-delà de son âge, tant sur le plan technique qu'émotionnel. Elle ne jouait plus pour fuir. Elle jouait pour exprimer, pour communiquer des choses qu'elle n'avait pas encore appris à dire à voix haute. Ses pièces avaient du poids, même lorsqu'elles étaient douces. Et ses compositions, désormais entièrement les siennes, laissaient souvent les auditeurs sans voix. Elle n'était plus seulement une enfant talentueuse, elle était une artiste, et certains critiques murmuraient déjà qu'elle pourrait être l'une des plus grandes pianistes de sa génération. Nikolai avait suivi chaque étape de son évolution, avec une sorte de révérence qu'il ne pouvait expliquer. Il l'avait vue lutter contre ses doutes, résister à l'immense pression d'être remarquée trop jeune, et pourtant rester ancrée. Elle était devenue une jeune femme, dotée d'une confiance tranquille, d'un esprit vif et d'un cœur doux qui n'oubliait jamais ce que signifiait la solitude. Elle faisait du bénévolat dans des foyers. Le week-end donnait des cours de musique à des enfants qui n'en avaient pas les moyens, et jamais elle ne demandait la moindre reconnaissance en retour. Puis vint Vienne. L'invitation était arrivée sur un papier ivoire, épais gaufré de lettres dorées, envoyé directement par le comité du concours, le Grand Prix des jeunes pianistes, l'un des événements les plus prestigieux du monde de la musique classique. Aucun candidat de moins de 18 ans ne l'avait jamais remporté, et rares étaient en ceux de moins de 20 ans qui avaient atteint la finale. Lila avait été acceptée comme finaliste. Nicolas avait lu la lettre 2 fois, puis encore une fois, avant de réaliser que c'était réel. Clara avait éclaté en larmes en l'apprenant. Même Carter, qui réagissait rarement avec émotion à quoi que ce soit, avait marqué un arrêt stupéfait. Lila, elle aborda la nouvelle avec la même grâce qu'elle mettait dans tout le reste de sa vie. Elle ne se vanta pas, ne se laissa pas happer par la peur. Elle s'exerça avec diligence, mais sans obsession. Un soir, en buvant du thé, elle confia à Nicolas que ce n'était pas une question de victoire. C'est pour me prouver que j'ai ma place dans cette salle. Je veux montrer que j'ai gagné ma place
avec ma propre voix, pas parce que quelqu'un me l'a donnée par pitié. Vienne été glacial, au début de décembre, une ville imprégnée d'histoire et des ombres du génie. La salle de concert elle-même était un chef-d'œuvre, sol de marbre plafond vertigineux, lustre qui semblait chuchoter, des histoires venues des siècles passés. Le soir de la finale, Nicolas s'assit, dans le public silencieux et immobile, les mains croisées sur ses genoux, le cœur plus bruyant que la foule recueillie autour de lui. Lila entra sur scène, avec une aisance qui dépassait de loin son âge. Sa robe était simple de velours sombre, avec une broderie délicate aux manches, et ses cheveux étaient attachés en un chignon bas. Elle n'avait plus rien de l'enfant effrayé qu'il avait trouvé endormi sur une chaise d'aéroport. Elle ressemblait à quelqu'un qui savait exactement qui elle était. Elle s'inclina, s'assit au piano, à queue, inspira profondément et commença. La musique qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Nicolas avait jamais entendu, non seulement d'elle, mais de qui que ce soit. Elle était à la fois envoûtante et lumineuse, comme si elle avait versé dans les notes chaque souvenir, chaque fantôme de son passé. Il y avait des éclats de douleur, de profonds puits de chagrin, mais aussi des instants de pure joie et de résilience qui soulevèrent la salle vers un ailleurs plus haut. Ce n'était pas seulement une performance, c'était une histoire qu'elle seule pouvait raconter. Et chacun de ceux qui écoutaient en ressentit le poids. Quand ce fut fini, le silence dans la salle dura plus longtemps que les applaudissements qui finirent par éclater. C'était le genre de silence qui n'existe que lorsqu'il vient de se passer quelque chose de sacré. Nicolas n'applaudit pas tout de suite. Il ne le pouvait pas. Ses mains étaient engourdies, sa vision brouillée. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était la fixer, elle, cette fille, non cette jeune femme qui autrefois avait saisi sa main de ses petits doigts, tremblants, et qui se tenait maintenant sur la scène de la salle la plus vénérée d'Europe, la maîtrisant comme si elle y était née. Elle avait gagné, la plus jeune lauréate de l'histoire du concours. Les juges avaient été unanimes. Son nom fut imprimé sur les programmes prononcés à la radio, partagés sur les réseaux sociaux. Des articles furent publiés, des interviews demandées, des offres des plus grands conservatoires arrivèrent en quelques jours. Mais ce dont Nicolas se souvenait le plus, ce n'était ni le trophée, ni les gros titres. C'était ce qu'elle dit lors de son interview après la performance. Debout devant la presse, vêtue simplement et sans maquillage, elle répondit aux questions, avec calme, jusqu'à ce qu'un journaliste, un homme d'une 50aine d'années, au regard curieux, lui demande « Lila, que diriez-vous à votre père biologique s'il vous regardait en ce moment ?» La salle se figea. Les caméras se tournèrent. L'air sembla suspendu. Lila ne broncha pas. Elle affronta la question, sans ciller, sans colère, et dit simplement « Je lui dirai que je lui pardonne, mais je ne le prendrai pas dans mes bras. J'ai déjà un vrai père. » La déclaration parcourut la salle comme une onde électrique. Mais Nicolas, qui se tenait en coulisses, n'entendit pas la réaction. Il n'en avait pas besoin. Il avait déjà commencé à pleurer. Plus tard, dans la soirée de retour à leur hôtel, elle frappa doucement à sa porte. Il ouvrit, et elle était là en pyjama, pieds nus sur la moquette, le trophée coincé sous un bras. Elle leva vers lui des yeux à la fois timides et brillants. « Je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti, hein ?» dit-elle avec un sourire. Nicolas la prit aussitôt dans ses bras et la serra fort. « Non, murmura-t-il d'une voix brisée, on a fait bien mieux que ça. » Dans le silence qui suivit, elle posa sa tête contre sa poitrine, comme elle le faisait autrefois, et dit doucement « Merci d'être resté. Merci de ne jamais m'avoir lâché. » Il déposa un baiser sur son front et répondit
à voix basse. Merci de m'avoir donné quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Au cœur de Vienne, dans un hôtel loin des halls glacés, d'un aéroport, 10 ans plus tôt, une famille, non pas construite par le sang, mais par l'amour, s'assit en silence, consciente qu'elle avait déjà gagné le seul prix qui comptait vraiment.